Il est 8h10, c'est donc l'heure du 10 minutes info avec notre invité. Gérard Vespierre, bonjour et Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau de France Info. Vous êtes chercheur, expert géopolitique, auteur du site Le Monde décrypté. Alors que l'Europe a invité Volodymyr Zelensky à participer à une réunion en visioconférence 2 jours avant ce sommet, cette rencontre au sommet Trump-Poutine en Alaska. Quel poids peut avoir l'Europe dans ces négociations? C'est évidemment la question qu'on va vous poser avec Robin Dussène qui va m'accompagner pendant cette interview, notre spécialiste des questions internationales. Un mot d'abord sur les derniers événements sur le front ukrainien et cette percée de plusieurs groupes de soldats russes qui ont avancé d'environ 10 km dans la région de Donetsk, dans le Donbass. Ils seront détruits, affirme Volodymyr Zelensky, qui a exclu tout retrait du Donbass au profit des Russes. Poutine avance, Zelensky refuse toute concession territoriale. Est-ce qu'il va pouvoir encore tenir longtemps sur cette ligne qui commence à agacer Donald Trump ? Je vois que vous êtes très très bien informé de l'intérieur de la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Bon. Donc, pardonnez-moi ce petit trait d'humour. Je crois que les choses sont infiniment plus compliquées que cela et à la fois aussi plus simples. Parce que les groupes de soldats qui avancent, vous savez, on peut montrer des images. Ça ne veut pas dire que l'armée russe a gagné 10 ou 50 km². L'estimation est d'un gain de 1000 km par an. Il reste 500 000 km², c'est-à-dire à ce rythme-là, il faudrait 500 ans pour que l'armée russe occupe toute l'Ukraine. Oui. Donc il faut, comme on dit philosophiquement, raison garder. Et en ce qui concerne les discussions sur les territoires, il y a des possibilités d'échange. Donc il y a un échange fictif, celui proposé par la Russie, en disant finalement on ne va pas exiger ce que nous avons exigé, on n'y est pas encore, donc on ne va pas y aller, c'est-à-dire les restes des oblasts de Donetsk et de Lugansk. Et puis, donc, d'un autre point de vue, je pense qu'il serait très important pour l'Ukraine de récupérer la centrale nucléaire de Zaporijjia. Et si, effectivement, la Russie faisait cette concession-là sur quelques dizaines de kilomètres carrés, mais représentant 20% de la production potentielle d'électricité ukrainienne, à ce moment-là, je pense que le pouvoir et la population ukrainienne seraient prêts à quelques concessions. Voilà un schéma possible. Tout de même, je me permets de revenir sur cette percée relativement fulgurante de la part de l'armée russe. Pendant les 3 ans et demi de conflit, on a vu l'armée ukrainienne défendre quelques centaines de mètres, quelques kilomètres pendant des semaines, pendant des mois. Et là, comme ça, en un claquement de doigts, presque 10 kilomètres, c'est surprenant du point de vue de l'armée ukrainienne. Vous parlez de l'armée russe ou de 5 soldats russes avec un drapeau? Oui, plusieurs groupes de soldats russes. Voilà, donc des opérations de commando qui arrivent au bon moment, le bonjour pour les médias du monde entier, voyez-vous, c'est une chose. La présence d'un corps blindé et de 150 canons, c'est autre chose. Donc ce n'est pas l'armée russe qui a avancé, ce sont des opérations de commando, à mon sens, humblement. Bon. Mais ce sont les images qui nous permettent de dire ça. Moi, je ne vois pas l'armée, je vois 3 hommes sur un toit, n'est-ce pas? Bon. Donc, voilà, là encore, il faut raison et calme garder. La rationalité de l'analyse géopolitique exige ça. On n'est pas dans l'émotion géopolitique, on est dans le rapport de force. Ni dans la communication. Voilà. On va parler évidemment de cette réunion en visioconférence qui a lieu aujourd'hui entre les leaders de la coalition des volontaires et les alliés de l'Ukraine, avec Volodymyr Zelensky, évidemment, à 2 jours de la réunion Trump-Poutine en Alaska. Comment peut peser l'Europe si elle ne veut pas juste être cantonnée au rôle ingrat du service après-vente d'une paix qu'elle n'aura pas négociée? Le service après-vente, madame, va être essentiel. C'est-à-dire la sécurisation. Le service après-vente qui consiste à apporter des milliards pour relever les ruines de l'Ukraine, pour faire venir l'Ukraine dans les institutions au moins démocratiques, finaliser toutes les procédures anticorruption, de faire allier donc l'Ukraine avec Bruxelles et l'Union européenne, au moins en termes d'échanges, apporter des éléments de technologie. Vous allez avoir une confrontation entre le développement économique de l'Ukraine dans les 15 prochaines années
et la reconstruction de la Russie. La Russie va avoir beaucoup de travail dans les 15 ans à venir. D'abord pour reconstruire Mélitopol et Mariupol et toutes les villes qui ont été détruites par son armée. Deuxièmement, dans 15 ans, quel va être le poids du pétrole et du gaz russe dans un monde qui essaye tous les ans, tous les jours, de se décarboniser, n'est-ce pas? Donc, la rencontre de l'histoire va être très intéressante pour les 15 années à venir, parce que le futur des ressources russes n'est pas assuré, mais 420 millions d'Européens vont aider l'Ukraine à se relever. Lors du sommet de Londres, on avait senti un certain enthousiasme vis-à-vis de cette coalition des volontaires à l'initiative du Royaume-Uni, la Pologne, la France également. Depuis, il y a des réunions qui se multiplient. Et pour autant, on n'a pas le sentiment que l'ensemble des acteurs européens, que l'ensemble des alliés de l'Ukraine soit vraiment à fond derrière ce projet de soutien et de sécurisation de l'Ukraine. Je pense que le soutien est complètement acquis. D'abord, il a été acquis dans les pires moments. Donc, c'est pas au moment pour ce qui est du déploiement de troupes, notamment. Le déploiement de troupes, vous savez, 2 ou 3 pays suffisent. Il ne s'agit pas d'avoir les 27 pays qui envoient chacun 1000 soldats. Il s'agit que les pays les plus importants. Et si les 2 pays nucléaires de l'Europe au sens large, puisque le Royaume-Uni en est sorti d'un point de vue politique, je parle de l'Union européenne, mais si les 2 puissances nucléaires du continent, si vous voulez, ou de la conférence politique européenne, sont présents, ne serait-ce qu'avec quelques milliers de soldats, et pas du tout sur la ligne de front, mais en disant, voilà, nous avons une position de réassurance, là, les choses sont complètement, je dirais, effectivement rassurées. Alors, Volodymyr Zelensky a déclaré la venue de Poutine en Alaska est une victoire pour le Kremlin, une rencontre sur le sol américain qui sort Poutine de son isolement et qui le prémunit de sanctions financières immédiates. Est-ce qu'il a raison de penser cela? Est-ce que c'est déjà un atout dans le jeu de cartes de Poutine? Moi, j'aime bien l'histoire. Donc, regardons le 19e siècle. En 1866, l'Alaska était russe. En 1867, l'Alaska était devenue américaine. Donc, voyez-vous, je pense qu'effectivement, il y a une symbolique dans le lieu, puisqu'il y a eu transaction monétaire. Là, on parle de transaction territoriale 160 ans après. Mais imaginons que la Russie, dans son empire, n'ait pas cédé l'Alaska. Donc la Russie serait voisine du Canada et des États-Unis, voyez-vous. Donc ce n'est pas un fait historique très positif pour la Russie d'avoir cédé l'Alaska pour 7,2 millions de dollars. Est-ce qu'il peut y être question d'échange de territoire en l'absence de Zelensky, ce vendredi en Alaska? On n'ira pas jusque-là. Je pense que aujourd'hui, si vous voulez, on a le cadre, mais il reste la toile. La toile, la peinture n'est pas faite. Par contre, on va avoir un cadre et donc les semaines à venir, les mois à venir, les jours à venir vont consister effectivement à peindre dans le détail la totalité de l'accord. Et ce sera la base de toute négociation à venir? Ce cadre établi entre Trump et Poutine? Oui, je pense le cadre stratégique, oui. Mais par contre, ce que nous évoquons il y a quelques minutes ensemble sur l'évolution de la position de la Russie sur la centrale de Zaporijia, bon, elle n'est peut-être pas inscrite, on va le savoir vendredi ou samedi à cause du décalage horaire, mais c'est peut-être des éléments à venir. Il est bien évident que les Russes sont très habiles, les Russes sont très préparés, ce sont des très grands stratèges, des très grands joueurs d'échecs, donc ils savent maintenir des lignes stratégiques, ils vont donner absolument rien ou le minimum, et avec le temps, donc ils prendront peut-être quelques positions différentes. Donc le temps, quelques semaines, quelques mois, sera effectivement nécessaire. Gérard Vespierre, chercheur, expert géopolitique, auteur du site Le Monde décrypté, merci de nous avoir apporté votre éclairage. Merci de votre invitation.